Bienvenue à tous. Consommation et climat, c'est le thème de ce débat. Alors plus précisément, qu'attendent les consommateurs? Sont-ils prêts à consommer différemment, notamment pour limiter les impacts sur l'environnement? Et est-ce que ces engagements progressent? Nous allons répondre à ces questions à travers les résultats de l'étude annuelle réalisée par Greenflex. Et puis autre question, que proposent les entreprises? Nous le verrons avec Chlorane et ses produits cosmétiques entièrement à base de plantes, ou Bic, le roi du jetable, qui, figurez-vous, peut faire aussi du durable. Elisabeth Pastor-Rey, c'est déléguée générale de Greenflex. Christine Desbois est directrice du développement durable de Bic. Enfin, Séverine Roulet-Furnémont, directrice du développement durable des laboratoires Pierre Fabre, donc Chlorane est une filiale. Voilà, on commence par les résultats de cette étude avec vous, Elisabeth. Elle est réalisée chaque année avec l'ADEME. Quels sont les principaux chiffres que vous voulez mettre en avant? Bonjour à tous. D'abord, oui, ça fait 11 ans qu'on scrute chaque année auprès de 4000 personnes les comportements des Français en matière de développement durable. Ce qu'on voit cette année, l'année dernière, puisque on va faire la nouvelle étude l'année prochaine, donc les résultats les plus frais nous donnent quand même un tassement. Donc j'espère vraiment que ça va changer avec la COP, de l'intérêt des Français pour les gestes du quotidien. Alors on a un double phénomène, on a des gens de plus en plus impliqués, mais il y en a un peu moins qu'avant, qui eux sont vraiment dans un comportement, et vous en êtes tous ici forcément, dans un comportement beaucoup plus cohérent, beaucoup plus homogène dans tous les domaines de leur vie, la mobilité, les voyages, la consommation, l'alimentation, etc., etc. Et on a par contre un peu plus de la moitié des Français qui restent quand même loin de la préoccupation environnementale dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est une première tendance. Et la deuxième tendance qu'on peut observer, c'est que c'est de plus en plus féminin. C'est-à-dire que les plus engagés, vous me direz, c'est les femmes qui font 80% de la consommation, mais c'est aussi les femmes qui sont 80% des plus engagées. Donc on a un vrai sujet aussi de fracture. On a une fracture vers ceux qui en font moins, qui se développent, et puis on voudrait bien aussi que les hommes soient pas de côté pour une consommation plus responsable. Oui, il faut nous aider alors, il faut nous éduquer un peu, nous donner des conseils. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffres? Et puis on vous posera la question aussi, savoir si vous êtes prêt par exemple à vous engager. Alors d'abord, il faut savoir quand même que la consommation des ménages, elle a été multipliée par 3 depuis 1960. Et que les produits alimentaires, par exemple, et les boissons, c'est plus d'un tiers des gaz à effet de serre. Donc là, on est vraiment sur des sujets extrêmement lourds en termes de poids carbone. Et ce qu'on voit en termes de tendance, c'est qu'on est quand même une majorité à trier, à recycler ses déchets, mais pas encore suffisamment, à limiter sa consommation d'eau. L'électricité, pas vraiment, et l'usage des sacs plastiques, à peine. Et on a moins de la moitié des Français qui sont prêts à faire des sacrifices dans leur vie de tous les jours pour la protection de l'environnement. On a même de plus en plus de gens qui nous disent, quand les temps sont difficiles, je me fais plaisir, quel que soit le coût environnemental. Donc ils attendent des entreprises en fait qu'elles les aident dans leur comportement et dans leur offre à avoir une consommation de plus en plus responsable et à justement les accompagner dans un usage plus responsable des produits, mais de façon désirable, festive, agréable, en leur simplifiant leur vie. Il ne faut pas que ça leur coûte plus cher, etc. Oui. D'autres chiffres plus encourageants peut-être, 63% des Français souhaitent avoir des infos sur l'impact environnemental ou social des produits achetés et 72% considèrent comme important ou très important de connaître l'impact du produit sur le changement climatique. Donc on a envie de s'informer, mais passer à l'acte, c'est un petit peu plus difficile, c'est ça? Ceux qui veulent plus d'informations sont déjà malheureusement souvent les plus engagés. Mais on a un vrai sujet sur les jeunes aussi, qui pour l'instant ne sont pas les plus toniques sur ce sujet-là, mais qui, grâce à Internet et au digital, tous les digital natives, veulent vraiment de l'information. Et si ils sont mobilisés, si on leur donne envie, si c'est facile, si c'est plaisant, si c'est attractif, ils ont envie d'aller chercher cette information parce que c'est une génération qui va d'abord chercher l'information sur Internet avant d'agir. Et l'impact environnemental, surtout s'il a un effet sur leur santé, parce que ce qui les mobilise le plus, c'est quand même leur santé, quelles que soient les générations.
là, ça peut faire bouger. Donc, il faut vraiment dire quel est le bénéfice personnel d'un produit pour que les gens aient envie de changer de comportement. Oui, donc plus la qualité de l'air, par exemple, que la thématique climatique. Ah, c'est Voilà. clair, la pollution... Il y a une proximité, Voilà, c'est ça? nous, on appelle ça l'égologie, Oui. c'est-à-dire c'est moi d'abord, c'est moi et. Hein, on est dans le moi et aujourd'hui, mais l'enjeu, c'est de toucher les gens et de leur montrer leurs bénéfices, ce qui est essentiel sur les produits d'entretien, sur l'alimentaire, sur l'usage aussi, la durée de vie des produits. C'est des choses, il faut toucher les gens dans leur vie quotidienne, et parce qui va leur simplifier la vie. Je crois que c'est important, et leur donner envie de faire les choses autrement. Allez, un petit sondage express. Alors, on vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà changé vos habitudes de consommation à un degré ou à un autre? Oui, non, oui. Ah, Hein, mais là, hein, hein. Est-ce que vous avez envie de le faire? Autre question. Pas encore, mais oui. Vous connaissez, voilà. tout le monde. Voilà, donc notre sujet, c'est de passer de l'envie à l'acte. Hein. Et voilà, c'est le boulot qu'on essaye de faire tous les jours en travaillant sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire l'amont des produits, évidemment, toute la filière, Oui. jusqu'à la fin de vie des produits. Alors, peut-être un commentaire sur les résultats principaux de cette étude. Bah oui, ça progresse pas très vite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes acteur aussi des nouvelles propositions en termes de consommation? Christine Desbois. Alors oui, nous, ce que nous constatons, c'est que effectivement, pour le consommateur, ça progresse pas très vite. Oui. En revanche, en ce qui nous concerne, nous vendons aussi des stylos aux administrations ou aux entreprises qui, elles, sont beaucoup plus sensibles à ce sujet-là. Les entreprises, parce qu'elles sont engagées dans des démarches de développement durable et que l'achat d'un stylo qui est certifié NF Environnement est un geste qui est relativement facile à faire. Oui. Et les administrations, parce qu'elles ont des obligations de prendre en compte le développement durable dans leurs appels d'offres. Donc, en fait, nous continuons à informer le consommateur, notamment avec le NF Environnement qui figure sur les emballages d'un certain nombre de nos stylos, pour préparer cette consommation et aussi pour sensibiliser le consommateur de manière à ce qu'il puisse identifier le mieux possible les avantages environnementaux des produits. Séverine Roulet-Furnemont, sur la même question et les enseignements de l'étude. Alors peut-être que nous, notre grande chance, c'est qu'on est dans les produits dermocosmétiques, donc nos clients sont des clientes majoritairement. Donc c'est vrai qu'on a en face de nous des consommateurs qui sont dans ces tendances de consommation, ayant en plus des produits dont les actifs sont issus des plantes. On rencontre complètement l'adhésion finalement des tendances consommation sur du plus naturel, sur des produits plus proches de la nature, avec les produits que nous proposons. Donc nous, c'est plutôt une tendance qui est positive et qui se ressent dans la bonne santé de nos marques. Alors, pour les exemples concrets, donc BIC, on va commencer avec vous. Effectivement, depuis sa création, les stylos, puis les rasoirs, les briquets, c'est du jetable. Alors, j'imagine que ça ne vous plaît pas quand on vous rappelle cette donnée essentielle et historique. C'est quand même la marque de fabrique de BIC. Comment vous abordez la question du durable quand on pratique le jetable? Bon, alors, je ne vais pas répondre spécialement sur le vocabulaire. Ce que je vais vous dire, c'est que tout le monde connaît les produits BIC, donc les stylos, les briquets, les rasoirs, qui sont des produits d'utilisation courante, qui sont des produits simples, accessibles, mais qui sont aussi des produits légers. Légers, ça veut dire que depuis l'origine, les produits BIC ont été conçus pour utiliser le juste nécessaire de matière nécessaire, sans superflu. Et donc, nous avons donc des produits qui sont légers et qui aussi sont des produits qui durent longtemps parce que nous avons des stylos qui permettent d'écrire 2 km ou des rasoirs qui permettent de raser 17 fois. Moi, c'est plus longtemps. Ah, vous, c'est plus compliqué. Et des briquets qui permettent d'allumer jusqu'à 3000 flammes. Alors évidemment, ces chiffres-là ne vous parlent pas, mais vous savez bien que quand vous écrivez avec un stylo comme le Bic Cristal, vous écrivez très longtemps. Donc voilà la première réponse que j'ai envie de Donc c'est moins de matériaux et plus de durée pour les usages, c'est ça? Voilà, donc ça c'est la première approche.
Donc ce que nous avons fait quand nous avons engagé le groupe dans un programme de développement durable, nous avons voulu avoir un regard... Il y a une douzaine d'années, hein, c'est ça à peu près. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Nous avons voulu avoir un regard neuf sur notre business et sur nos produits. Donc la première approche, c'est de connaître ces enjeux. Et pour connaître ces enjeux, il faut connaître ses impacts. Donc nous avons mis en place des analyses de cycle de vie sur les stylos, sur les rasoirs, sur les briquets, qui tous ont montré la même chose. C'est-à-dire que notre impact, il est sur la phase amont, c'est-à-dire qu'il est sur la matière première, sur le fait que nous utilisons des matières qui viennent du plastique, qui viennent du pétrole, qui n'est pas une ressource renouvelable. Donc notre impact, il est à 80% sur la matière en amont et à 2% seulement sur le déchet, contre toute attente, je dirais. Mais ça, c'est l'analyse scientifique. Et vous pouvez travailler sur cette matière, comment vous faites ? Alors, vous utilisez par exemple des matières premières recyclées, donc de deuxième génération? Alors nous, ce que nous avons mis en place, nous avons d'abord étudié un peu ce que signifiaient ces résultats pour nous apercevoir que finalement ce qui exprime le mieux en tant qu'indicateur de performance, on va dire, ces résultats-là, c'est que un produit, plus il est léger et plus il dure longtemps, meilleur il est pour l'environnement. D'accord. Donc ça, c'est une logique qui est importante en termes de conclusion. À partir de là, nous avons décidé de mettre en place, on va dire, deux grandes règles. L'une qui est dans l'historique, dans la lignée historique du groupe, qui est de continuer à avoir des produits qui utilisent très peu de matière et qui durent longtemps. Donc on veut être les champions du juste nécessaire. Alors, peut-être parler des process aussi, c'est ça, des usines aussi directement. Alors, peut-être avant ça, la deuxième approche, c'est que nous avons cherché à intégrer des matériaux recyclés, enfin des matériaux alternatifs dans nos produits. Donc, nous avons aujourd'hui une gamme complète qui s'appelle Écolution et qui intègre de la matière recyclée. On a par exemple un crayon qui est fait à base de peau de yaourt, et d'intérieur de réfrigérateur. Donc voilà des exemples de produits qui sont vendus et qui fonctionnent bien, qui se vendent bien. Donc ça, c'est l'approche deuxième axe sur les produits. Et ensuite, avec ces deux approches, nous avons voulu mettre en place une logique d'écolabel, c'est-à-dire que nous avons fait certifier les produits qui ont ces vrais bénéfices environnementaux par un écolabel qui est l'ENF Environnement. Voilà. Alors, un mot peut-être sur les process et les usines, les bâtiments également. Voilà, alors dans nos usines, bien évidemment, on a aussi ce même souci d'économie de matière, d'économie d'énergie. Donc on travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique. En 10 ans, on a réduit la consommation d'énergie de 31%. Donc là, il y a un travail, je dirais, permanent dans toutes les usines du groupe et dans le monde entier pour réduire la consommation d'énergie qui, dans les usines, est le premier impact. Alors, on va passer à Chlorane avec vous, Séverine. Donc, je le disais tout à l'heure, vos produits sont entièrement à base de plantes. Comment vous avez géré les diminutions de matière ou d'énergie, comment vous vous y êtes pris? Alors nous, un peu comme BIC, on a fait de l'analyse du cycle de vie et on a essayé de travailler toutes les étapes de ce cycle de vie. Donc ça commence déjà par la culture des plantes, donc avec l'utilisation de l'agriculture biologique, qui est une agriculture qui permet entre autres d'être moins carbonée que l'agriculture conventionnelle. Ça a été effectivement le travail sur les packaging, donc c'est à la fois l'incorporation de PET recyclés dans les flacons de shampoing Chlorane qui aujourd'hui contiennent 50% de PET recyclés, où on a retravaillé le design de nos tubes, on met aujourd'hui plus 25% de produits dans 25% de plastique en moins au niveau des gammes et des soins capillaires. Après, au niveau du transport, les flacons Chlorane sont des flacons qui sont assez plats, qui ont une forme particulière. Ça permet d'en mettre plus dans les cartons et donc d'en mettre plus dans les camions pour diminuer le fret.
Au niveau des usines aussi, un travail de diminution des consommations d'énergie, et également l'utilisation d'énergie renouvelable, puisque aujourd'hui l'usine qui fabrique les shampoings Chlorane en fait est une usine qui utilise une chaudière biomasse et dans cette chaudière on incorpore nos déchets de plantes. Donc on va extraire nos plantes, on réutilise les déchets de ces plantes et avec ça on chauffe l'usine. En fait, ça nous a permis de diminuer le carbone sur cette usine de 1600 tonnes de CO2 par an. Oui. La fin de vie des produits, donc ça va être pour nous le shampoing, quand on s'est lavé les cheveux, il se retrouve dans les eaux usées. Donc on a travaillé sur la biodégradabilité des formules, donc pour les rendre le plus biodégradables possible. Et effectivement, la fin de vie des emballages. Donc là, on a eu tout en partenariat avec Éco-Emballage pour avoir des emballages les plus recyclables possibles et pour éduquer le consommateur. C'est-à-dire qu'on va sur le site Chlorane et là, on clique sur les produits, on voit dans quelle poubelle, en fait, on peut mettre le produit, l'emballage Chlorane, en fait. Alors ça, c'est pour l'aspect produit, l'aspect production, hein, les deux. Mais vous cherchez également à soutenir à l'extérieur, je dirais, des projets avec plusieurs externalités positives. Alors ça veut dire quoi? On va prendre d'abord l'exemple de ce que vous faites avec la fameuse muraille verte qui est censée protéger l'Afrique de l'avancée du désert entre Dakar et Djibouti. Racontez-nous ce que vous avez entrepris là-bas. Alors effectivement, dans la gamme capillaire Chlorane, il y a un shampoing qui s'appelle le shampoing au dattier du désert. Et en fait, cette date du désert, elle pousse sur un arbre qui s'appelle le Balanites aegyptica. Et cet arbre a été sélectionné pour faire partie de ce projet Grande Muraille Verte qui va de Dakar à Djibouti. C'est une ceinture végétale pour lutter contre la désertification. Quand on plante ces arbres, c'est aussi un revenu complémentaire, notamment pour les femmes de ces pays, par la cueillette des fruits. C'est un microclimat qui s'installe, donc c'est des jardins potagers. Et en fait, on recrée comme ça tout un microcosme avec un impact sociétal fort. Oui. Et c'est comment finalement on peut, au travers d'un produit, même un produit cosmétique, sélectionner une plante qui, pour ses vertus thérapeutiques, mais également parce qu'elle va être support de projets tels que celui-ci. Donc, au travers de notre fondation d'entreprise, l'Institut Chlorane, nous plantons chaque année 10 000 balanites pour soutenir ce projet Grande Muraille Verte. Alors, ça, c'est ce que vous faites et c'est très bien, c'est formidable hein, sur le terrain. Mais mon interrogation par rapport au sujet du débat, est-ce que les consommateurs s'intéressent à ce genre de choses ? Est-ce que si vous les informez de ce type d'action, ils disent bah, « tiens, oui, j'ai plus envie d'acheter un shampoing Chlorane ou pas ?» Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on parle du consommateur et on est complètement là-dedans, en fait. Oui. Aujourd'hui, on recherche des achats qui font sens. On a envie d'agir au travers de son acte de consommation et on rencontre complètement le consommateur au travers de ces projets-là. Derrière, en fait, cet acte d'achat, il y a le soutien de projets qui sont bénéfiques pour la planète, pour l'humanité. Et en fait, c'est un des moyens d'agir. Les consommateurs, ils ont envie d'agir. Et quand vous leur proposez des produits qui leur permettent d'agir, vous rencontrez complètement une adhésion à ce type de projet. Il y a un autre exemple, on a dit, hein, vous produisez tout ce que vous utilisez pour la fabrication de vos produits, quasiment tout. Exemple avec le lin. La France est le premier pays européen pour le lin, si je me souviens bien. C'est 10% de la production mondiale. Effectivement, oui. Donc, pour nous, le lin, en fait, ça a été un moyen de soutenir nos activités d'agriculture biologique. Parce qu'en fait, quand vous faites de l'agriculture biologique, un des enjeux, c'est de faire de l'amendement organique des sols et de le faire de façon naturelle. Donc, c'est vrai que le lin en culture rotative vous permet d'amender le sol naturellement. Et nous avions sélectionné le lin également parce qu'il y a une propriété filmogène, donc pour faire une gamme capillaire pour le volume des cheveux en fait. Donc au travers du lin, on fait une gamme capillaire, on soutient l'agriculture biologique par la culture rotative. Et ce qui est magique dans le lin, c'est que nous, on utilise les graines et avec les tiges, on va pouvoir faire de l'isolant pour les maisons. Oui, des nouveaux matériaux. Voilà, autour d'une plante, en fait, vous pouvez trouver plusieurs externalités positives, c'est ce que j'appelle les externalités positives. Alors, un produit original, c'est le shampoing sec. Pourquoi ce produit qui n'est pas une nouveauté, hein, mais qui renaît, je dirais, qui revit? Oui, mais il faut savoir qu'un pays comme l'Australie, par exemple, utilise plus de shampoing sec que de shampoing liquide, en fait. Donc ça dépend de quel point de vue et quel pays vis-à-vis d'un produit comme celui-là. Alors, quand on fait ces analyses du cycle de vie, une particularité dans les shampoings,
c'est que le plus fort de l'impact est dans la phase d'utilisation, puisqu'en fait, c'est l'eau qu'il faut pour rincer le shampoing et pour amener cette eau de 16 à 37 degrés. Bien sûr, on consomme finalement l'énergie de l'eau et le carbone pour se laver les cheveux. Donc une des réponses à ça, c'est effectivement un shampoing sec, puisque c'est un shampoing, par définition, vous lavez les cheveux sans eau. Oui. Vous n'avez pas besoin de rincer, puisque vous coiffez, il part avec le coiffage. Et donc c'est un produit qui vous permet de réduire votre empreinte carbone et surtout la consommation d'eau. Et donc un des gestes qu'on propose aux consommateurs, c'est d'alterner un shampoing liquide avec un shampoing sec, pour pouvoir économiser de l'eau, ce que l'on chiffre à 500 litres d'économie par an en fait. Oui. Alors, c'est intéressant tous ces exemples, Elisabeth. Ce que disait aussi Séverine à l'instant, c'est que quand les consommateurs sont informés de bonnes pratiques, ben, ça les intéresse, ils adhèrent. Donc c'est un gros problème d'information dont nous parlons. Sûr. Et puis nous on voit très bien, donc on accompagne les marques et les produits. Oui. Et demain une marque qui ne sera pas citoyenne, responsable dans sa façon de produire n'existera plus. Carrément. C'est-à-dire qu'il y a une vraie attente dans une marque d'un capital sociétal. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait pour la société avec, comme on l'a vu là, ses externalités négatives pour les transformer en externalités positives, et sur le plan sociétal, sur le plan de l'emploi, sur le plan évidemment économique et environnemental. Donc en fait, et on est ici, c'est exactement le cas, ce que veulent les gens, c'est des solutions pour les accompagner. Et nous, ce qu'on voit vraiment dans nos études, c'est que si on donne un supplément de sens au produit, les gens sont prêts à s'engager avec le produit. Il n'y a plus d'un côté l'entreprise et de l'autre côté le consommateur. Aujourd'hui, les enjeux sont tels que c'est seulement tous ensemble qu'on va pouvoir, au travers de sa consommation quotidienne aussi et de ses actes, contribuer au changement. Et vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas les petits éco-gestes de la vie quotidienne. Oui. Il y a l'envie de faire partie d'un grand tout, il y a l'envie de contribuer. Et encore faut-il effectivement dire au consommateur comment il peut le faire. Bien sûr. Et avec des preuves, avec du concret. Parce qu'il se méfie à juste titre du greenwashing et il ne croit que les engagements prouvés sur le terrain. Donc je pense que c'est un enjeu absolument majeur pour les marques, et ça dans tous les pays du monde, et en particulier pour la génération des trentenaires qui est très exigeante vis-à-vis des entreprises et notamment en attente de solutions concrètes, quoi. Je crois que même si on attend beaucoup des résultats de la COP, les gens pensent aussi, c'est une des grandes forces aussi de cette COP, c'est que c'est par la mobilisation des citoyens, y compris dans leur consommation, et donc derrière par les entreprises, qu'on pourra faire bouger aussi les lignes. Donc on est vraiment passé d'une logique de consommateur à consommateur, où seuls tous ensemble on peut y arriver, quoi. Christine Desbois, ce sont des choses qui vous concernent directement aussi. Absolument, puisque nous, dans les solutions que nous proposons, en particulier sur les externalités, nous avons mis en place, avec une petite société qui s'appelle TerraCycle, la collecte des stylos, non seulement des stylos Bic, mais de tous les stylos, dans les écoles, aussi dans les entreprises et dans les administrations. Donc ce que nous offrons, c'est sur le lieu de consommation, une collecte en vue du recyclage. Donc nous avons collecté jusqu'ici 10 millions de produits en Europe. Donc je dirais que c'est une expérimentation, ce n'est pas une très grande échelle, mais en tout cas c'est un programme exploratoire qui est tout à fait riche d'enseignements pour nous, qui intéresse beaucoup les enseignants et les scolaires. Et nous avons commencé à procéder à des opérations de recyclage en créant un banc de jardin fait à partir de stylos recyclés pour une grande partie, et pour le reste d'autres matières recyclées. Donc nous apportons cette solution-là qui est à nouveau de l'expérimentation et qui permet d'engager avec nous d'autres acteurs, et des acteurs essentiels, puisqu'on parle en fait ici des jeunes et des enseignants. Oui. Quelles sont les perspectives côté Chlorane? Sur quoi vous projetez en ce moment? Alors, nous, on a atteint aujourd'hui 50% des produits Chlorane éco-conçus.
Donc, on s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre les 100% à fin 2016. Oui. Notre objectif, c'est vraiment de capitaliser de toutes ces actions que nous avons menées pour que toute la gamme soit entièrement éco-conçue et de pouvoir continuer au travers des plantes que nous sélectionnons, d'avoir systématiquement, de réussir toutes ces externalités et d'aller bien au-delà finalement d'une gamme capillaire et de trouver des impacts sociétaux importants derrière chaque plante que nous commercialisons. Oui. Alors, il nous reste une petite minute pour conclure. Peut-être faire passer le message que le geste de consommation, il est important pour évidemment l'environnement, le climat. Il ne faut pas hésiter à se dire ça compte, c'est ça ? Exactement. Pour chaque les geste gens qui nous compte. regardent ou qui, c'est la technique du colibri. Chaque goutte d'eau compte et on peut agir. Si on est nombreux à agir, on agit vraiment. Et les entreprises sont prêtes à entendre ça parce que c'est aussi leur intérêt. Bien sûr. Intérêt partagé, je crois que le message est bien passé. Merci beaucoup à toutes les trois et bon après-midi à tout le monde. Et n'hésitez pas à venir sur notre stand. Sur le stand, oui, absolument. Consommation et climat, si vous voulez poursuivre la discussion.